On va commencer cette conférence. Donc, bonjour, merci à vous d'être venus si nombreux ce soir pour cette conférence sur le thème de la souffrance au travail. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter notre association Initiative Citoyenne. Donc, ce soir, j'ai la lourde responsabilité de présenter l'association à la place de notre président Patrick Sussinger, parce qu'il est souffrant. On lui fait un petit coucou, Patrick. Et donc un petit mot pour nous présenter. Nous sommes une association apolitique, voilà, nous le revendiquons, nous traitons de thèmes de société. Notre ambition, c'est de créer du débat local sur ces thèmes de société, permettre d'avoir des lieux d'échange entre citoyens. Donc pour cela, nous invitons des conférenciers. Aujourd'hui, c'est notre 9e conférence. Donc nous avons choisi le thème de la souffrance au travail parce que c'est un thème d'actualité, malheureusement. C'est un thème qui touche tout le monde. Nous soyons ouvriers, cadres, même employeurs, puisque la souffrance au travail aussi, on parlera aussi du côté encadrement, et peut-être que l'encadrement souffre, et c'est pour ça que les autres souffrent aussi. Alors, pour vous dire que, oui, la souffrance au travail, c'est aussi à la fois un coût individuel et un coût collectif, puisque 10% des dépenses de sécurité sociale sont liées à une maladie professionnelle. La souffrance, elle peut être physique ou morale, elle peut être intellectuelle, et quand elle touche un salarié, elle touche aussi son environnement familial. Donc c'est une question de société, malheureusement. Donc je vais vous lire un petit mot qu'avait préparé notre président, Patrick. Alors, dépression, burn-out, suicide, les symptômes de la souffrance au travail identifiés par les sociologues depuis 20 ans se développent. Un suicide par jour à cause du mal-être au travail. Les salariés ne sont pas tous morts, mais tous sont frappés. D'où l'importance d'en parler aujourd'hui. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous accueillons Danielle Linhart, qui est directrice de recherche au CNRS. Elle est l'auteure de Travailler sans les autres. Elle étudie ces questions du travail, de la souffrance au travail depuis les années 90. Donc elle est au cœur de ces questions et nous avons le plaisir de l'accueillir et de l'écouter. Merci. Merci, bonsoir à tout le monde. Donc je vais vous parler de cette thématique peu réjouissante de la souffrance au travail au regard des transformations du monde du travail, puisque je pense qu'on ne peut pas s'intéresser à cette question sans tout de suite se demander ce qu'il y a de nouveau dans la souffrance au travail. Quand on est sociologue du travail et qu'on a affaire avec ce qui devient une préoccupation médiatique, ce qui est au cœur de nombre de débats politiques, de missions diligentées à l'Assemblée nationale par le Premier ministre, etc., on se demande, est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Est-ce que le fait d'avoir cette souffrance omniprésente dont on nous parle à travers ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire à travers les suicides, à travers le mal-être au travail, les risques psychosociaux, les pénibilités, la souffrance, il y a toute une série de termes pour rendre compte de ce phénomène. Évidemment, la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que c'est un phénomène nouveau, la souffrance ? Puisque c'est vrai que dans les années 50, 60, 70, quand on regarde les textes syndicaux, les journaux de l'époque, quand on regarde un peu justement les débats publics à l'Assemblée nationale, la thématique de la souffrance au travail telle qu'elle, elle n'était pas présente. Bon. Alors, souvent, certains disent oui, il y a un phénomène nouveau, et ce phénomène nouveau, c'est essentiellement l'émergence d'une souffrance psychologique, psychique. Avant, c'est vrai qu'on souffrait aussi, mais c'était plus physique. Et de rajouter d'ailleurs dans cette idée, dans cet ordre d'idées, à l'heure actuelle, il y a une élévation du niveau scolaire, du niveau d'attente. Les gens espèrent plus du travail, sont plus focalisés sur le travail comme mode de réalisation de soi, d'épanouissement. Et donc, la frustration, la souffrance émerge de ce que le travail ne remplit pas ses promesses. Alors voilà, ça c'est ce qui est dit souvent pour expliquer que d'un seul coup, on parle tellement de souffrance au travail, pour expliquer les suicides, etc. Je ne pense pas que ce soit une explication, une argumentation convaincante, et je pense que si on s'intéresse aux années 50, 60, 70, du temps, on pourrait dire, du taylorisme triomphant, du fordisme, du travail dans les usines ou les poules d'employés, etc., dans cette époque-là, les gens souffraient au travail. Ce serait absurde de dire qu'ils ne souffraient que physiquement. Il y avait beaucoup de souffrance morale, beaucoup de souffrance mentale et psychologique.
Et les gens ressentaient particulièrement d'ailleurs la question du harcèlement moral. Nous avons à l'heure actuelle une loi contre le harcèlement moral, il n'y en avait pas à l'époque, et pourtant, Dieu sait si sur les chaînes de montage, les ouvriers étaient harcelés. Et ils étaient harcelés même souvent par des contremaîtres qui étaient recrutés, pour certains, parmi les anciens adjudants de l'armée en Indochine. C'était le cas aux usines Renault, où on les faisait venir, c'était un petit peu la terminologie de l'époque, pour faire suer le burnou. Et ils étaient là pour mettre la pression sur les ouvriers, pour les stresser, pour les faire travailler plus vite, pour leur faire garder le rythme, pour accélérer les cadences. Et il y avait beaucoup d'atteintes à la dignité aussi, au sentiment de dignité. Il y avait beaucoup de souffrance psychologique sur les chaînes de montage, comme il y avait beaucoup de souffrance psychologique dans les bureaux, dans les poules d'employés. Et les gens disaient qu'ils ressentaient un autoritarisme hiérarchique, une pression, une tension, un dénigrement systématique du travail qu'ils faisaient. Donc il y avait véritablement tout ça qui était extrêmement présent. Et puis il ne faut pas oublier non plus à quel point le travail à l'époque était pesant, était lourd à supporter. Il y avait cette monotonie des tâches, cette répétitivité, cet horizon étriqué d'une norme, d'une prescription sans cesse renouvelée, il fallait les gammes opératoires toujours pareilles, etc. C'était un travail très lourd, psychologiquement très difficile, très douloureux, et les gens n'avaient pas beaucoup d'espoir de monter, de passer ouvrier professionnel. Ils avaient un horizon qui était vraiment bouché, et ils en souffraient beaucoup. Ils en souffraient beaucoup, mais il y avait une grande différence entre la période que nous connaissons maintenant et la période des Trente Glorieuses, comme on dit. C'est qu'à l'époque des Trente Glorieuses, il y avait des collectifs de salariés, des collectifs de travailleurs, comme on disait à l'époque, qui étaient extrêmement présents et qui jouaient un rôle très très important dans ce qu'on pourrait appeler la régulation de la souffrance, dans la prise en charge collective des sources de souffrance, des sources de pénibilité, de mal-être au travail. Et ces collectifs étaient relativement efficaces pour protéger les salariés de ce qui était véritablement, comme maintenant, des causes très importantes de souffrance physique et morale et psychologique. Alors comment faisaient-ils ces collectifs de salariés? Alors il y a plusieurs niveaux d'intervention. Notamment, ils produisaient c'est assez classique d'en parler quand on est sociologue ou ergonome ou psychologue du travail. Ils produisaient ce qu'on appelle les connaissances et les savoirs nécessaires pour le travail réel, par opposition au travail prescrit. Enfin, je ne sais pas si vous êtes familier de cette différence entre le travail prescrit, ce qu'on est censé faire à l'époque, à l'époque du taylorisme, c'est-à-dire les gammes opératoires, les temps alloués, les ordres de la hiérarchie, tout ça définissait le travail prescrit, ce que les salariés étaient censés faire. Et puis, on sait qu'il y a le travail réel, qui est tout ce que les salariés font en plus ou à côté, ou différemment, pour que ça se passe mieux, de façon plus efficace. Un travail de qualité, et un travail surtout qui permet aux gens de s'économiser plus, de se préserver, de préserver leur intégrité physique, mais aussi leur intégrité morale d'une certaine façon, en redonnant du sens, et comme disent certains psychologues, de la beauté au travail, là où il en était dépossédé. Donc, les salariés, les collectifs de salariés avaient un rôle d'élaboration, de ficelles, de trucs de métier, de savoir-faire, de connaissances acquises sur le tas, acquises grâce à l'expérience du travail, et que les anciens transmettaient systématiquement aux plus jeunes pour leur dire, écoute, voilà, on va te dire de travailler comme ci et comme ça, mais en réalité, moi je te conseille de t'y prendre autrement, tu verras, tu t'en porteras mieux, ça sera moins fatigant, tu prendras moins de risques, et ce sera plus agréable pour toi. Donc il y a cette partie réelle, concrète, d'élaboration collective, de manière de travailler, qui permettent de s'économiser, qui permettent de rendre le travail plus supportable. Et ça, c'était la réalité concrète de la vie collective dans ces petits groupes de travail. Il y avait ça. Et puis, tout ça se faisait aussi grâce à une sociabilité, un partage de valeurs ouvrières, de valeurs syndicales, et de l'entraide morale aussi. Quand quelqu'un avait un peu le blues ou arrivait moins bien que les autres à s'en sortir, eh bien les plus anciens, les plus virtuoses, pourrait-on dire, se portaient au secours de celui qui coulait sur la chaîne, par exemple.
travailler plus vite et ils allaient donner un coup de main pour que la personne en difficulté s'en sorte. Et ça aidait vraiment. Et puis le sentiment aussi de partager un destin commun, de voir les choses de la même manière. Et quand quelqu'un n'allait pas bien, même à l'extérieur, on pouvait aller le voir, lui rendre visite, prendre un pot en sortant de l'usine, enfin essayer de lui tenir chaud, de lui remonter le moral. Bon, tout ça, ça existait vraiment. Il y avait aussi un aspect très 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 important dans la prise en charge de la souffrance, encore plus important je dirais, c'est le sens qui était donné à la souffrance. Il y avait un décryptage par ces collectifs politiques et syndicaux des raisons qui faisaient qu'on souffrait au travail. Je fais une petite parenthèse. Quand vous allez maintenant dans les entreprises et que, comme nous les sociologues, vous avez des entretiens sur comment les salariés, qu'ils soient cadres, employés, techniciens, opérateurs, vivent leur travail, et quand ils acceptent pour certains de parler de ce qu'ils ressentent et de parler de leur souffrance. Très souvent, quand ils parlent de leur souffrance, ils mettent en avant l'idée que s'ils souffrent, c'est à cause d'eux-mêmes, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne sont pas au niveau, qu'ils ne sont pas bien formés, qu'ils ne comprennent pas bien ce qu'on veut d'eux, qu'ils ne sont pas à leur place, qu'il y a un problème avec eux. C'est-à-dire qu'ils mettent très souvent en avant une défaillance personnelle, une incapacité personnelle qui ferait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir au travail et qui expliquerait leur souffrance au travail. Il y a véritablement cette dimension très pénible à écouter quand on est sociologue et qu'on enquête, de la personne qui dit oui, c'est que je ne suis pas bon, c'est vrai que j'ai des difficultés, je suis malheureux au travail et je souffre parce que je ne suis pas bon. Voilà. Et les problèmes, ils viennent de moi. Et la personne qui est interviewée ne fait ainsi pas la relation entre le fait qu'il souffre au travail et des spécificités de l'organisation de son travail, et des spécificités des missions qu'on lui donne, des objectifs qu'on lui fixe et des évaluations qu'on lui fait. Il a vraiment le sentiment que le problème vient de lui-même. Je referme la parenthèse. Et quand on s'intéresse à ces collectifs, on voit qu'au contraire, les collectifs font tout un travail d'interprétation qui met en évidence le fait que la souffrance est liée aux enjeux politiques, économiques et culturels de la aux enjeux politiques, économiques et sociaux de la société dans son ensemble. Que la problématique de la souffrance, elle est à mettre en relation avec le rapport de force dans l'entreprise, avec l'idée de la domination patronale, c'était la terminologie de l'époque, avec l'exploitation capitaliste, et finalement cette souffrance, elle était réinterprétée dans le cadre d'une analyse en termes de lutte des classes. Il y avait l'idée d'une origine collective, d'un enjeu collectif, d'un rapport de force qui donnait à comprendre pourquoi est-ce que le travail était si dur, et parfois pourquoi est-ce qu'il s'intensifiait, pourquoi est-ce que les cadences s'accéléraient, pourquoi est-ce que c'était encore plus dur de travailler, pourquoi est-ce que on en souffrait plus. Ça, c'est très très important, cette dimension politique et syndicale qui est attribuée à la souffrance et qui la présente comme un phénomène d'ordre collectif qui concerne tout le monde, et finalement dont la source est à rechercher du côté de l'organisation et des conditions du travail, dans le cadre d'un rapport de force, et non pas à rechercher au sein de chacun en fonction de son aptitude personnelle, de ses compétences personnelles, de son savoir-faire adaptatif ou pas. Ça, c'est très important. Et c'est d'autant plus important que s'il y a cette démarche d'interprétation collective, il y a bien entendu ensuite cette possibilité de se constituer en acteur collectif pour essayer de peser sur le cours des événements et essayer de changer les choses. Et ça, c'est très très important, parce que, si je reprends encore ma parenthèse de tout à l'heure, c'est vrai que quand les gens parlent de leur souffrance au travail, c'est souvent dans le sentiment d'impuissance. On n'y peut rien, c'est moi le problème. D'ailleurs, souvent, les interviewés nous disent actuellement que les autres ont l'air de s'en sortir beaucoup mieux, qu'il n'y a qu'eux qui sont confrontés à ces problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, la souffrance, elle enferme, elle isole, et elle met chacun dans une sorte de corps à corps solitaire avec son travail, avec ses difficultés, et ça le coupe d'une sorte de prise de conscience de ce que peuvent vivre les autres et de la réalité du travail des autres aussi. Souvent on entend ça. Ah oui, mais moi j'ai des problèmes, moi
Je vois autour de moi que bon, ça se passe mieux pour les autres, mais franchement, je ne m'en sors pas. Et c'est ça, cet enfermement dans une solitude, dans un sentiment d'abandon, puisque les autres s'en sortent mieux, qui peut effectivement conduire au suicide, qui peut expliquer ces solutions extrêmes, et radicales et épouvantables, qui sont à ce moment-là, entre guillemets, choisies par des salariés qui ne s'en sortent pas. Donc, ces collectifs de salariés étaient bien présents pour jouer ce rôle d'un peu de garde-fou, de protecteur, pour permettre aux gens de s'économiser, de se préserver, de trouver du sens, de trouver d'imaginer la possibilité de s'en sortir collectivement, de lutter pour ça, et cette idée de pouvoir faire grève, débrayer, ou faire pression collectivement sur la hiérarchie, c'est quelque chose de très important concrètement, mais c'est aussi quelque chose de très important symboliquement parce que ça donne de l'espoir, ça donne le sentiment qu'on ne se laisse pas faire quand on est salarié dans ces conditions-là et qu'on essaye d'œuvrer pour, de façon légitime, changer les choses. Donc il y a aussi une dimension qui est morale, il y a une dimension éthique. Et tout le monde considère que la souffrance, ça veut dire aussi que ce qui se passe n'est pas juste, n'est pas normal, n'est pas moral, n'est pas acceptable. Et collectivement, puisque les gens ont le sentiment, grâce à ces collectifs de travailleurs, ont le sentiment de partager un même destin, d'être confrontés aux mêmes difficultés, et d'avoir des mêmes valeurs, d'avoir un vécu collectif, une expérience collective, et de pouvoir éventuellement essayer de transformer les choses pour s'en sortir collectivement. Ces collectifs, dans beaucoup de cas, ont déserté le monde du travail actuel. On n'en voit plus. Le monde du travail actuel se caractérise par une atomisation, par une individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail. Et la question peut-être aussi, vous la posez-vous, c'est de savoir pourquoi et comment on est arrivé d'un monde du travail dans les années 60, 50, 60, 70, encore une partie des années 80, où il y avait des collectifs de travailleurs capables de donner un sens collectif, une interprétation politique, syndicale, et de constituer des acteurs collectifs sur le terrain. Comment on est passé de cette période-là à une période hyper individualisée, atomisée? Alors en réalité, quand on essaye de reconstruire historiquement l'évolution qui a conduit à un monde du travail spectaculairement différent de ce qu'il était dans les années 50, 60, 70, eh bien il y a un moment clé où la réalité du travail a commencé à se transformer, où les stratégies patronales ont basculé, se sont redéfinies, et ce moment clé, c'est autour des événements de mai 68. Quand on regarde un peu le travail des historiens, des historiens en tout cas de l'histoire sociale des entreprises, on s'aperçoit qu'effectivement, en 68, on était arrivé à la maturité d'un modèle conçu, alors c'était la logique taylorienne, fordienne, avec des gestions très collectives, des salariés qui avançaient tous collectivement à l'ancienneté, dont les salaires augmentaient aussi avec le temps. Il y avait une gestion qui était véritablement homogène de tous les salariés. Et que cette période a explosé littéralement en 68, lorsque les ouvriers sont descendus, comme vous le savez, massivement dans les rues. 3 semaines de grève générale. 3 semaines de grève générale, la plus longue grève générale du XXe siècle, plus long que durant le Front populaire. Donc à ce moment-là, s'est manifesté un refus collectif très imposant, très homogène de la classe ouvrière en tout cas, de l'ordre social capitaliste dans les entreprises. Une remise en question de l'autoritarisme taylorien, une remise en question de la détérioration de la vie, de la qualité de la vie au travail, et un refus de continuer comme avant. Et ça, il faut dire que les employeurs de l'époque, donc le patronat, a compris l'importance de la remise en question, et ça a été véritablement un traumatisme pour les décideurs économiques. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que ça a été aussi un traumatisme, cette période-là, pour les décideurs politiques, puisque, si vous vous souvenez, le général de Gaulle, qui était alors président de la République, avait disparu de la scène politique pendant 3 jours. Tout le monde se demandait, les masses médias, où est passé le président de la République, et en réalité, on a appris peu de temps après qu'il était allé s'enquérir de la fidélité de l'armée française auprès du général Massieu en Allemagne. C'est-à-dire qu'il se pensait éventuellement au bord d'une guerre civile. Il y avait cette idée d'une menace extrêmement forte, extrêmement dommageable pour la pérennité
de la société politique et économique française, sur le mode du capitalisme qu'on connaissait à l'époque. Ce qu'il faut voir, c'est que cette explosion de 68, ça remettait aussi en cause les syndicats. Ça remettait en cause les syndicats qui avaient construit leur performance, leur efficacité autour d'une contestation focalisée uniquement sur des revendications concernant le contrat de travail, c'est-à-dire demandant des augmentations de salaire, une diminution de la durée de travail, une stabilisation des formes d'emploi, mais ne contestant pas l'organisation et les conditions de travail. Pour des questions politiques, pour la CGT notamment, qui disait de ne pas vouloir collaborer avec le patron pour définir une meilleure organisation du travail qui permettrait de mieux, entre guillemets, exploiter les ouvriers. Et du coup, la CGT et la CFDT aussi, notamment à l'époque, avaient pour revendication, dès qu'il y avait une source de pénibilité nouvelle qui apparaissait, une source de mal-être, de vouloir la transformer en prime, enfin, de vouloir en tirer une prime. Dès qu'il y avait une dégradation de la qualité au travail, de la vie au travail, pardon, les organisations syndicales montaient à l'assaut des bureaux des chefs de personnel et demandaient des primes. Primes, par exemple, d'insalubrité, primes de toxicité, primes de travail de nuit, primes de travail en équipe, etc., etc., etc. Au lieu de demander, à l'époque, l'éradication de cette source, il s'agissait de la transformer en monnaie sonnante et trébuchante. Bon. Et à l'époque, il faut dire que ça correspondait aux aspirations d'une classe ouvrière qui se relevait de la Deuxième Guerre mondiale et qui aspirait à plus de confort matériel et donc plus d'argent, ça avait du sens. Bon. Mais en 68, c'est ça qui est remis en question, puisque les gens disaient « nous ne voulons plus perdre notre vie à la gagner, nous ne voulons plus métro, boulot, dodo ». Et donc, en fait, c'était aussi une remise en cause, évidemment, de l'ordre social capitaliste, autoritaire et taylorien, mais en même temps, une remise en question des stratégies revendicatives des syndicats. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est le patronat qui a mené la réflexion et qui a trouvé la solution avant les syndicats pour répondre, entre guillemets, à ces aspirations qui s'étaient manifestées au cours de 68. Le patronat, en 1973, aux Assises de Marseille, et envoie comme mot d'ordre, comme consigne aux états-majors dans les grandes entreprises, atomisation, individualisation de la gestion des salariés. Et l'astuce est très importante et très grande du point de vue patronal, parce que le discours qui est mis en avant à l'époque, c'est un peu le discours gaulliste de « nous vous avons compris ». Vous voulez plus de liberté, plus d'autonomie, plus de reconnaissance dans le travail, vous voulez voir votre mérite reconnu, vous voulez pouvoir être récompensé selon votre mérite, vous voulez vous exprimer dans votre travail, vous réaliser dans votre travail, nous avons compris vos besoins et du coup, évidemment, nous allons mettre en place des dispositifs qui vont aller dans le sens d'une individualisation des situations de travail, une personnalisation de la relation de chacun à son travail, voilà. Et c'était un véritable cheval de Troie qui s'enfonce alors dans le monde du travail parce que, évidemment, l'individualisation, l'atomisation, c'est un moyen excellent d'inverser un rapport de force qui était devenu par trop défavorable du point de vue des employeurs. Donc c'est une stratégie qui a été mûrement réfléchie, intelligente du point de vue patronal, parce que séductrice et mettant encore plus en difficulté les organisations syndicales, mais qui consiste à développer dans les années, déjà dans les années mi-70, jusqu'à maintenant, toute une série de dispositifs qui vont aller dans le sens d'une individualisation, d'une personnalisation de la relation de chacun à son travail. Je vous donne un exemple. Les horaires variables commencent en 1974. Qui peut s'opposer décemment aux horaires variables qui donnent plus de liberté à tout un chacun? Les organisations syndicales avaient bien compris que c'était un peu délicat cette histoire-là, parce que de leur point de vue de pratique militante, distribuer des tracts à des gens qui embauchent tous à la même heure, c'est très facile. Quand on dispose d'une centaine de militants, ça se fait en 10 minutes. Mais quand les gens rentrent de façon très échelonnée, épisodique, ça devient un problème. Discuter, réunir des gens pour une grève, etc., ça devient aussi un problème. Mais encore plus profondément, ce sont les collectifs qui font les frais de ce genre de modalité, de ce genre de mesures, parce que si les gens n'embauchent pas ensemble, ils ne déjeunent plus ensemble, ne prennent plus leur pause ensemble, ne sortent plus de l'entreprise ensemble, et donc la vie, la sociabilité,
au sein des collectifs, s'effilochent et tout va aller dans le même sens. Autre exemple, la polyvalence systématique. Personne ne peut trouver ça dommageable, le fait qu'on introduise un peu plus de variété dans l'attribution des tâches, mais c'est vrai que les gens ne sont plus côte à côte dans la durée, puisqu'ils vont aller circuler dans les ateliers ou dans les bureaux. Il n'y aura pas cette présence collective au même moment, aux mêmes heures, côte à côte, dans la durée, qui permet de partager, comme j'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure, qui a donné le sentiment d'avoir un destin commun, de s'entraider, etc. Tout ça va s'effilocher. Et après, il va y avoir l'individualisation des primes, puis l'individualisation des salaires, des formations, etc., etc., pour aboutir à ce qui est vraiment la clé de voûte du modèle individualisateur, l'entretien systématique de chaque salarié avec son N+1, où chaque salarié, qu'il soit opérateur, employé, cadre, technicien, va se voir imposer des objectifs personnels, individualisés, et puis au bout d'un an, va être confronté à une évaluation individualisée aussi de ses performances. Personne aurait pu imaginer dans les années 60-70 qu'un ouvrier aille tout seul dans le bureau de son chef, tout seul, se voir imposer des objectifs personnels et se voir confronté à une évaluation personnalisée de sa performance. C'est proprement inimaginable. Donc on voit l'étendue, l'importance de la transformation, c'est véritablement spectaculaire. En l'espace de 20 ans, on est passé d'un monde collectif où les gens partageaient des valeurs, partageaient des destins communs, avaient le sentiment de pouvoir agir dessus, à un monde complètement émietté, complètement atomisé, où chacun est saisi dans une relation purement individualisée et se trouve confronté à l'autorité, se trouve personnellement, individuellement confronté à l'autorité de son responsable hiérarchique. Donc, il y a eu une transformation, il y a eu une évolution extrêmement, extrêmement imposante, et cette individualisation est le socle à partir duquel va se construire le nouveau modèle managérial qui est à l'origine de la souffrance, je n'ai pas perdu de vue la thématique de notre soirée quand même, qui est à l'origine de la souffrance que l'on voit malheureusement se développer à l'heure actuelle. Alors, donc on retient bien cette base d'une individualisation, d'une atomisation. Mais il faut comprendre que le nouveau modèle managérial qui va se créer, se modeler autour de cette individualisation répond à d'autres contraintes du point de vue managérial, du point de vue patronal, que je vais essayer de développer. Avec un petit retour en arrière, c'est qu'il faut comprendre ce qu'est le taylorisme, que j'évoquais tout à l'heure. Le taylorisme, bon, tout le monde le sait, c'est un émiettement des métiers en tâches élémentaires qui deviennent des opérations prescrites avec des modes opératoires, des temps alloués. Bon, ça c'est donc la division technique organisationnelle qu'on connaît bien, hein, on connaît cet aspect-là, avec la dimension autoritaire, la déqualification évidemment qui s'ensuit du point de vue des salariés, des ouvriers. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le taylorisme, c'est aussi un mode très élaboré, très sophistiqué de domination des salariés. Et c'est ça, c'est cet aspect-là du taylorisme qui explique son succès historique et planétaire qui a duré effectivement si longtemps. Le taylorisme a cette astuce d'introduire dans la définition même des tâches, dans l'organisation même du travail, la contrainte et le contrôle, la coercition et la domination, puisque l'organisation du travail devient une forme de mise au travail qui prend en charge, qui prend en main systématiquement les ouvriers pour les obliger à travailler selon la méthode voulue par la direction de l'entreprise. Et ça, c'est une réponse, une ressource fondamentale pour l'employeur dans le cadre d'un grand problème qui se pose au sein du contrat de travail salarial. Tout contrat de travail salarial est problématique pour l'employeur. Et les économistes parlent à cette occasion d'incomplétude du contrat de travail. Pourquoi ? Comme vous le savez,
le contrat de travail salarial, c'est essentiellement un contrat de subordination juridique. L'employeur achète du temps, le temps de ses salariés. Il achète des compétences et des qualifications, mais essentiellement, ce qu'il achète, c'est du temps. Et pendant ce temps qu'il achète, il entend avoir le libre arbitre dans l'usage de son temps. Ce qui veut dire que le salarié accepte, lui, de son côté, de se déposséder du libre usage de son propre temps. Moyennant quoi, évidemment, il reçoit un dédommagement qui est le salaire. Alors, ce qui est fixé dans le contrat de travail, c'est le temps, bon, il est arrêté une fois pour toutes, pendant lequel le salarié accepte que ce temps-là appartient à l'employeur et non plus à lui, salarié. Puis est fixée aussi donc la contrepartie financière. Elle est arrêtée, en règle générale. Ce qui n'est pas fixé, c'est la façon, par le contrat de travail, la façon dont l'employeur va utiliser ce temps de travail qu'il a acheté. C'est-à-dire ce qui n'est pas fixé à l'avance dans le contrat de travail, ce qui n'est pas établi, c'est l'organisation du travail qui va être choisie par l'employeur pour utiliser le temps de travail qu'il a acheté et en tirer le bénéfice le plus important, auquel légitimement il estime qu'il a droit. La question se pose véritablement parce que, comme vous pouvez le comprendre, les intérêts entre l'employeur et le salarié ne sont pas les mêmes. Ça, c'est évident du point de vue matériel. Bon, l'évidence que le salarié cherche à avoir le salaire le plus élevé, ce qui n'est pas l'intérêt de son employeur. Il y a un autre aspect matériel qu'on oublie parfois, qui est que le salarié, il a aussi besoin de s'économiser sur la durée. On a bien vu à quel point la question du rallongement des annuités pour atteindre l'âge de la retraite est importante, parce que c'est vrai que le salarié doit pouvoir se ménager suffisamment pour durer 41, 42, voire 43 années et pouvoir profiter un peu de la vie après. Ce n'est pas du tout la problématique de son employeur, qui a intérêt, lui, à tirer constamment, à l'instant T, le plus qu'il puisse tirer du temps de travail qu'il a acheté. Bon. Mais au-delà de ça, il y a une autre question fondamentale qui est en termes de valeur. C'est que les salariés, ils ont une idée de ce qu'est le travail, de la façon dont ils devraient travailler compte tenu de la finalité qu'a ce travail. Ils ont à l'esprit des valeurs professionnelles qui rejoignent parfois des valeurs citoyennes, des valeurs morales, des valeurs éthiques, et notamment les professionnels ont une idée très bien établie sur comment les règles du métier, les règles de l'art voudraient que l'on travaille. C'est précisément le problème auquel est confronté l'employeur qui, lui, a sa propre problématique, sa propre rationalité, ses propres valeurs, ses propres critères d'efficacité. Et on voit bien qu'il y a toujours un contentieux inépuisable, potentiel en tout cas, entre le point de vue professionnel, les valeurs professionnelles des salariés d'un côté, et les valeurs préconisées par l'entreprise en matière d'efficacité, de rentabilité économique. Et ça a toujours existé depuis la mise au travail, notamment salariale. Et précisément, c'est ça que Taylor a prétendu résoudre avec son organisation scientifique du travail. Si vous lisiez Taylor, parce qu'il a beaucoup écrit, vous verriez qu'il dit dans le texte, il dit exactement ça. L'employeur, grâce à mon organisation scientifique du travail, se rassure que le travail se déroulera indépendamment des états d'esprit et des états d'âme des ouvriers. Il le dit clairement, parce qu'il disait que le problème, c'est les états d'âme et les états d'esprit des ouvriers, qui à l'époque étaient les ouvriers de métier, qui avaient leur point de vue sur comment il fallait travailler, qui connaissaient ce qu'est le travail bien fait, qui voulaient l'imposer dans le travail, et de l'autre côté, l'employeur qui voulait avoir évidemment le plus grand retour en termes de profit par rapport au salaire qu'il consentait, par rapport au travail qu'il payait. Bon. Et Taylor, il le dit, avec mon système, c'est réglé une fois pour toutes, et ça sera réglé consensuellement, parce que ce n'est pas le patron qui va imposer, il le disait dans ces termes, despotiquement une manière de faire, ce n'est pas les ouvriers qui vont trouver les modalités pour imposer leur point de vue à eux, c'est la science qui est objective, neutre et apolitique comme votre association. C'est la science qui va décider de ce qu'il appelait la one best way, c'est-à-dire la seule meilleure façon d'organiser le travail.
Donc, je vous dis tout ça parce qu'il faut bien retenir que l'organisation taylorienne du travail, qu'on a connue flamboyante dans les années 50, 60, 70, une partie des années 80, et qui demeure dans certains secteurs, est une ressource fondamentale du point de vue patronal puis managérial, parce que c'est toute l'astuce du taylorisme, en réalité, au-delà de la pseudo-science, au-delà du pseudo-consensus, c'est d'introduire la contrainte et le contrôle dans la définition même des tâches, et du coup, faire en sorte que les ouvriers soient agis par l'organisation du travail, plus qu'ils n'agissent sur leur travail à travers elle. Ils sont pris en charge dans un carcan organisationnel, ils sont soumis à l'organisation qui leur impose des manières de faire, des méthodologies de travail, des modes opératoires, des temporalités, etc. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se conformer à peu de choses près à ce que l'employeur veut, exige de la part de ses ouvriers. Bon. Or, depuis les années 80, il y a une transformation, 70 même, il y a des transformations importantes qui se sont faites jour et qui remettent véritablement en question l'efficacité de l'organisation du travail. C'est la concurrence économique, la globalisation, la mondialisation, qui fait que la concurrence, elle passe plus sur la qualité, l'innovation, la réactivité que seulement la productivité. Il y a aussi, bon, j'en ai parlé au début, la remise en question sociale de l'autoritarisme taylorien. Bon. Il y a les nouvelles technologies qui rendent la prescription technique, la prescription taylorienne moins efficace. Et puis surtout l'évolution de notre société et de la nature du travail. Le travail devient de plus en plus un travail tertiaire, un travail de service, et moins un travail industriel. C'est-à-dire que de plus en plus souvent se développent des situations de travail où les salariés sont en interaction avec autrui. C'est le travail d'enseignant, le travail de soignant, le travail de commercial vis-à-vis de clients. On agit avec autrui, donc les situations de travail sont plus fluctuantes, imprévisibles, etc. Donc, l'organisation taylorienne, telle qu'elle est pensée, telle qu'elle a été pensée précédemment, n'est plus aussi efficace. Du coup, le management se retrouve de nouveau face à cette terrifiante question pour lui: comment parvenir à obliger les salariés de travailler selon les méthodes, les critères, les valeurs voulues par l'entreprise, et dans le cadre d'un capitalisme qui devient de plus en plus financier, et non pas à travailler ces salariés selon leurs états d'âme, leur point de vue, leurs valeurs, leur volonté de se réaliser, de s'épanouir dans le travail, tout ce qu'on leur a fait croire, en fait, pendant les années 70-80. Bon, comment faire en sorte d'obliger les salariés? Bon, moi je prétends que la grande partie de la souffrance, elle vient aussi de cette manière dont le management va chercher à résoudre la question. Comment prendre en charge subjectivement les salariés, psychologiquement les salariés, pour qu'ils acceptent de renoncer à leurs valeurs professionnelles, aux règles de leur métier, à leurs aspirations citoyennes, à leurs aspirations morales, à leur volonté de se réaliser, et qu'ils acceptent de devenir les militants inconditionnels de leur entreprise, en relayant la rationalité de l'entreprise, ses procédures, ses critères, sa définition de la qualité, de ce qu'est un travail bien fait, etc. etc., etc. L'enjeu est là. Alors, pour caractériser la solution qui va être recherchée, qui construit le modèle managérial, il y a deux voies qui sont menées dans le cadre du même modèle managérial, qui avance en réalité sur deux pieds. Une voie que j'appellerais de séduction, de persuasion, d'offensive éthico-idéologique, d'un côté. Et de l'autre côté, une voie de déstabilisation, de précarisation subjective des salariés et de leur vulnérabilisation. Et ces deux stratégies se rejoignent, s'entremêlent, s'entrelacent en permanence. Alors, d'abord, la première, l'offensive éthique séductrice, etc. Le management français est persuadé qu'il lui faut opérer une métamorphose identitaire des salariés français. Que les salariés français, tels qu'il les a hérités, ce management, ils ne sont pas bons dans le cadre de la concurrence mondiale, de la globalisation, etc., parce qu'ils sont encore trop marqués par l'idéologie de la lutte des classes, et puis parce qu'ils mettent trop leur honneur dans le travail. Ils ont trop ce sentiment
d'honneur professionnel qu'ils opposent en permanence. Ça a été étudié par les sociologues autour, par exemple, de l'école de Philippe Diribarne, cette idée que pour le français, il met son honneur dans le travail et donc il ne va pas se laisser imposer n'importe quoi comme le feraient certains autres salariés d'autres pays qui sont plus influencés par l'idéologie d'un contrat qui fait que c'est le patron qui décide parce que c'est le patron qui paye. Bon. Mais en France, le management français est persuadé qu'il a des salariés qui font de l'opposition systématique, soit qui soient encore influencés par les mauvais syndicats, CGT, etc., soit que, comme le disait Taylor, ils veulent travailler selon leurs états d'âme, leur état d'esprit, etc. Donc l'idée, c'est de partir à la conquête de la psychologie des salariés, de leur subjectivité, de les convertir, de les transformer. Moi, j'ai entendu des managers me dire « Mon boulot, c'est de produire de l'amnésie. Je suis là pour que les salariés oublient ce qu'ils étaient avant, comment ils travaillaient avant, et qu'ils soient en mesure de devenir les salariés dont nous estimons qu'ils sont nos alliés dans le cadre de la guerre économique, qui sont ces alliés efficaces, qui seront rentables, etc., etc., etc. » Et donc, on a vu véritablement toute une offensive participative dans les années 80 pour définir la culture de l'entreprise, les missions de l'entreprise, l'identité de l'entreprise, pour que les gens se parlent, et surtout pour qu'ils écoutent les messages que voulaient faire passer les directions. Donc, il y a, dans les années 80, je ne sais pas si vous avez tous les cercles de qualité, les groupes ad hoc, les campagnes de mobilisation, les grandes messes sur l'identité, l'âme de l'entreprise, etc., etc. Période qui a été vite suivie par une autre période d'offensive éthique. Alors c'était la grande production des chartes éthiques, des codes déontologiques, des codes moraux, des règles de vie, où les entreprises disaient qu'elles allaient définir les vertus du salarié. Qui a sa place dans le monde du travail? Quel est le salarié qui va trouver à s'employer, parce que c'était l'époque aussi à Paris, ce terme terrible d'employabilité. Qui sont ces fameux salariés employables? Eh bien, les chartes définissaient, c'est le salarié flexible, mobile, engagé totalement dans son travail, qui vise en permanence l'excellence, et surtout, c'est le salarié qui accepte de se remettre en question, qui accepte de se remettre en cause, qui n'a pas peur de prendre des risques. Et alors, le mauvais salarié dénoncé, c'était le riscophobe, celui qui s'arc-boute sur ses acquis, qui ne veut pas se remettre en cause. Et d'ailleurs, à l'époque, on proposait gentiment aux salariés de sauter à l'élastique, pour aller vraiment montrer qu'ils sont capables de dépasser leurs peurs, de prendre des risques, de se mettre en question, de se mettre en cause. Et puis, il y a eu une offensive aussi particulièrement plus ludique à l'égard des jeunes. L'entreprise, le lieu où on s'éclate, où on va parcourir le monde, l'aventure, où on peut rester jusqu'à 11h du soir parce que c'est là que ça se passe, c'est là que ça vit, c'est là qu'il y a des défis qu'il faut relever, etc., etc., etc. Et donc tout un discours à l'égard des jeunes, qu'on voit bien d'ailleurs dans les pubs qui fleurissent à la télé, de l'armée de terre jusqu'aux grandes entreprises. Vous aimez l'aventure, vous les jeunes, venez chez nous, nous aimons les jeunes talents, on va s'entendre, vous allez mener une vie extraordinaire, etc., etc. Donc, cette espèce de fascination que l'entreprise cherche à exercer à l'égard de ses salariés. Et puis, il y a aussi ce que certains sociologues ont bien mis en évidence, en fait, ce qu'ils appellent un contrat narcissique, une transaction narcissique, en gros, qui consiste à proposer un deal implicite aux salariés. Venez chez nous, nous demandons beaucoup, nous vous demandons de l'excellence, de l'engagement total, de la prise de risque. On sait que c'est très très dur, mais grâce à ça, vous allez vous découvrir vous-même. Vous allez découvrir le potentiel auquel vous n'aviez jamais réfléchi auparavant, qui va se révéler à travers tous les défis que vous allez relever, et vous allez atteindre une sorte d'idéal du moi, un sentiment de toute puissance, et vous allez vous mettre en concurrence systématique avec les autres, vous allez voir qu'à ce jeu-là, vous progresserez, vous vous développerez, vous deviendrez plus fort, et vous atteindrez un niveau que vous n'imaginiez pas atteindre auparavant. Donc, il y a cette espèce de registre narcissique qui est venez vous réaliser, vous découvrir dans le travail, même si ça doit signifier un enrôlement de votre vie privée, de votre vie familiale, ça vaut le coup, parce que c'est vraiment entre vous et vous que ça se passe, et c'est l'entreprise qui vous donne l'occasion de vous mesurer à vous-même, de vous révéler à vous-même, de vous découvrir, etc., etc. Il y a tout ça, plus l'influence des RH
entre guillemets, bienveillantes, qui justement, elles, sont là pour couconner, puisque ce qu'on vous demande, à vous les salariés, devient tellement dur, tellement difficile, tellement exigeant. La mobilité, la flexibilité, la disponibilité, ça vous prend tellement de force, d'énergie, que il ne faut surtout pas que vous soyez perturbés par les problèmes de la vie privée familiale. Il ne faut pas que quand vous arrivez dans votre entreprise, vous ayez des problèmes qui vous trottinent dans la tête. Non, il faut que vous puissiez vous engager totalement dans votre travail pour réaliser tout ça. Et c'est là la raison d'être de ce qu'on appelle les conciergeries, je ne sais pas si vous en connaissez. Quand vous arrivez dans l'entreprise, vous avez le droit, vous pouvez donner vos affaires à laver, vous pouvez faire envoyer des fleurs à votre conjoint si vous savez que vous allez rentrer trop tard et qu'il va faire la tête parce que vous rentrez tard le soir. Vous allez pouvoir réserver des places au théâtre, au cinéma, louer des voitures, etc., etc. Ils font tout pour vous. Vous allez avoir des coachs aussi, si vous êtes un peu pas bien, qui vont vous dire comment vous améliorer, comment mieux supporter tout ça, comment faire avec. Vous avez des numéros verts, des psys qui vont répondre à vos questions. Bref, il y a tout un climat de bienveillance, de cocooning. Vous allez pouvoir vous faire masser pour vous détendre entre midi et deux. Enfin, il y a toute une mise en scène, des RH, du bonheur, bienveillance. C'est pas de la rigolade, hein, parce que moi j'ai assisté à des clubs de RH où ils ne parlent que de ça, que de ça, que de ça. Nous sommes là pour le bonheur des salariés, on prend tout en charge, et vous n'avez à penser à rien d'autre qu'à votre travail. Enfin, c'est vraiment la transaction. Donc il y a tout ça. Tout ça, en fait, c'est une volonté de la part de l'entreprise d'opérer une métamorphose identitaire, psychologique des salariés pour qu'ils oublient tout ça, toute leur vision du monde citoyenne, de la qualité du travail, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire, les règles du métier, les règles de l'art, la professionnalité, la vie des collègues, des pairs. Bon, on oublie tout ça et on joue le jeu de l'entreprise. Ça, c'est tout le versant séduction, fascination, emprise psychologique, emprise éthique que recherche l'entreprise. Mais le management est très réaliste. Il sait que ça prend du temps. Il sait qu'en attendant, il faut s'assurer du fait que les salariés vont véritablement pas faire de l'opposition systématique, de la résistance systématique, en étant arc-boutés sur leurs valeurs professionnelles, l'idée qu'eux savent mieux faire et que la qualité du travail, c'est eux qui savent ce que c'est et non pas l'entreprise. Parce que vous savez que la qualité, c'est une construction sociale. Elle n'existe pas en tant que telle. Par exemple, pour un employeur, la qualité, c'est l'obsolescence. Hein, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et pour un professionnel, ben non, quelque chose qui, si on peut le faire durer plus longtemps, c'est bien pour le client, c'est bien pour l'usager. Donc, il faut le faire profiter de la professionnalité des salariés. Ce n'est pas du tout l'optique managériale qui a besoin de l'obsolescence pour, au contraire, accélérer le rendement et puis par rapport aux demandes des actionnaires qui sont de plus en plus exorbitantes, etc. etc. Donc, en attendant, comment faire pour exercer l'emprise sur les salariés? Et c'est là qu'intervient un autre versant qu'on peut appeler de précarisation, un processus de précarisation subjective des salariés. Alors, en gros, je voudrais dire un double processus, un processus de précarisation objective des salariés et subjective. Alors, précarisation, tout simplement parce que quand quelqu'un ne se sent pas sûr dans son travail, pas à l'aise, etc., il ne va pas en rajouter dans l'opposition. On pense qu'effectivement, il sera bien obligé de se rabattre sur les préconisations, les consignes, les méthodologies, les procédures que l'entreprise veut absolument mettre en œuvre. Bon. Et précarisation objective, c'est tous les emplois précaires. Hein. Le développement des CDD, des contrats à durée déterminée, de l'intérim, du travail à temps partiel, du travail saisonnier. Tout ça se développe massivement, non pas tellement quantitativement qu'en flux. C'est-à-dire qu'une grande partie de la jeunesse qui arrive sur le marché du travail passe pendant 2-3 ans par ces emplois précaires. Et évidemment, on peut considérer que c'est un mode de disciplinarisation de ces jeunes, de les obliger à adhérer aux méthodologies de l'entreprise, à sa rationalité. C'est vrai que ce ne sont pas ces employés, ces salariés précaires qui vont faire de l'opposition systématique, de la résistance. Bon, ils vont être obligés, parfois même, d'en rajouter, d'être plus royalistes que le roi, montrer
leur adhésion aux valeurs de l'entreprise, ils vont devancer les attentes, etc., pour décrocher le Graal, c'est-à-dire pour décrocher un jour le fameux contrat à durée indéterminée. Bon. Donc ça, cet emploi précaire, il a du sens pour le management. C'est une manière de mettre au travail, de tester, mais aussi de modeler d'une certaine façon les comportements, la subjectivité des jeunes salariés pour qu'ils comprennent ce que c'est que le monde du travail, ce qu'on attend d'eux, et qu'il faut qu'ils se conforment aux manières de travailler préconisées, voulues par l'entreprise dans le cadre d'un type particulier de capitalisme qui est, enfin, plus capitalisme financier qu'on connaît. Le problème est qu'en France, plus de 75% des salariés sont en CDI, hein, c'est-à-dire sont stables dans l'emploi, sont en CDI ou fonctionnaires. Et puis, on sait très bien qu'en France, encore relativement, le Code du travail est protecteur comparativement à d'autres pays. C'est-à-dire que la stabilité de l'emploi, c'est une réalité. Donc, toute la problématique managériale, c'est comment on fait pour obliger les salariés protégés par leur emploi, qui sont dans des situations de stabilité, pour qu'ils rendent les armes, pour qu'ils acceptent de renoncer finalement à leurs propres valeurs professionnelles, et qu'ils acceptent d'endosser le maillot de l'équipe managériale, d'être les militants inconditionnels. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là qu'on assiste à une attaque en règle de ce qui est la ressource principale des salariés, qui leur permet d'avoir un point de vue et de s'opposer ou d'imposer un autre point de vue à l'entreprise. Et cette ressource, fondamentalement, c'est l'expérience. C'est l'expérience qui permet aux salariés de s'opposer au diktat managérial et d'avoir un point de vue argumenté, un point de vue valable sur comment on travaille, comment il est normal, légitime, performant, efficace et rentable de travailler. Parce qu'il ne s'agit pas d'opposer, il ne s'agit pas d'avoir en tête que d'un côté, il y a des salariés qui auraient des valeurs folkloriques du travail et d'autres, le management qui a des valeurs rationnelles. Non, il y a aussi une rationalité professionnelle et productive dans les valeurs des salariés. Et c'est précisément ce type de rationalité qu'ils souhaitent mettre en place, mais qui ne correspond pas, pour des raisons liées au contexte dans lequel nous sommes, à ce qui motive leurs employeurs. Donc, la ressource majeure dont disposent les salariés, qui leur permet de faire une certaine résistance, une certaine transgression, une certaine opposition dans les situations de travail, c'est bien l'expérience. Le métier, c'est d'une certaine façon de l'expérience collective coagulée. C'est ça le métier, hein, c'est de l'expérience collective validée, certifiée, dynamisée, améliorée, etc. Mais c'est de l'expérience collective. Et de l'autre part, l'expérience, elle s'acquiert aussi par la durée et la stabilité dans l'emploi. C'est quand on a un certain recul dans son poste de travail, un certain délai, temporalité dans son poste de travail, qu'on peut avoir un certain recul qui permet de cumuler des connaissances, de savoir les différents aléas qui peuvent s'opérer, et donc d'accumuler des connaissances, des méthodes pour agir, pour réagir, etc. Ce que l'on voit à l'heure actuelle dans la plupart des grandes entreprises, c'est ce qu'on peut appeler le changement perpétuel, qui vise à attaquer directement cette ressource qu'est l'expérience. On remet en question sans arrêt toutes ces compétences, ces connaissances accumulées par les salariés dès qu'ils ont un minimum de stabilité dans l'emploi. Et et du coup, ça les met en situation de désapprentissage et réapprentissage permanent. Dès qu'ils ont le sentiment de bien dominer, maîtriser, contrôler leur travail, de pouvoir s'imposer dans leur travail, eh bien, on le transforme. On le transforme par des restructurations incessantes, par des recompositions de services et de départements, par des redéfinitions de métiers, par des modifications de logiciels sans arrêt, par des déménagements, par des mobilités systématiques. On voit combien, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les salariés sont soumis à des stratégies qui sans cesse repositionnent leur travail, le modifient, changent les réseaux dans lesquels ils sont insérés, modifient les procédures, modifient les routines, modifient les logiciels, et finalement, on a affaire, et c'est là le cœur de la souffrance dont on parle tellement, on a affaire à des salariés qui sont mis en situation
ce qu'ils disent eux-mêmes, de quasi-incompétence. C'est-à-dire qu'on les met toujours sur le fil du rasoir parce qu'ils n'ont plus l'expérience, ils n'ont plus le recul nécessaire, ils n'ont plus les connaissances suffisantes pour bien dominer leur travail et pour être sûrs de rendre un travail qui ne soit pas une source d'inquiétude. Alors, le travail devient une source d'inquiétude, il devient une source d'angoisse. Les gens nous disent, quand on fait des enquêtes sur le terrain, nous disent souvent ça passe ou ça casse. Ils ont cette même expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça passe ou ça casse, c'est parce qu'on n'a jamais maintenant la certitude qu'on a tout bien fait. Que ce soit finir un dossier, bon, qu'il faut le finir en temps de plus en plus accéléré, mais surtout avec le sentiment de ne pas avoir le recul, l'expérience, les conseils des pairs suffisants pour pouvoir être sûr de la qualité du dossier qu'on remet. Tout simplement, il manque l'expérience qui permet de donner la sérénité, de compléter un dossier, de vérifier. Si on a des doutes, on va voir, parce qu'on a des réseaux socio-professionnels dans l'entreprise, des personnes ressources qui vont donner leur avis, qui vont expliquer, etc. Mais maintenant, tout ça n'est plus possible. Tout bouge, tout change tout le temps. Donc les gens sont confrontés de façon extrêmement individualisée, extrêmement solitaire à des questions, à des problèmes de travail qu'ils ne maîtrisent qu'imparfaitement. Alors on a entendu des cadres nous dire ça, mais ça peut être aussi des ouvriers de maintenance qui disent « on n'a pas contrôlé, à mon avis, on n'a pas contrôlé suffisamment la machine parce que on ne connaît pas tout, on est tous nouveaux, on n'arrête pas de tourner, on ne connaît même pas ce que savent les uns et les autres, donc c'est de l'approximatif, c'est à peu près, et voilà. Et à chaque fois, on est là ensuite à se demander, est-ce qu'il va y avoir une catastrophe derrière? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est aussi ce que disent souvent les infirmières ou les dames qui travaillent par exemple dans les maisons de retraite. Elles disent que quand elles rentrent à la maison pendant une heure, elles ont l'angoisse du coup de téléphone. Le coup de téléphone, on va leur dire « Ah, mais c'est toi qui t'occupais de tel patient, tel malade, tu sais qu'il est en détresse respiratoire ou je sais pas quoi, t'as dû faire une connerie. » Elles ont peur de ça. Parce que, comme elles disent, on les change de service, elles n'ont plus les réseaux de collègues avec qui elles discutent, elles ne connaissent pas les patients comme il fallait, les pharmacies changent, les modèles changent, enfin, tout change tout le temps. Donc, elles ont le sentiment de ne pas maîtriser intellectuellement, psychologiquement leur boulot, et d'être dans un état de fébrilité, de dépendance, qui crée un sentiment de vulnérabilité, un sentiment de quasi-incompétence, et qui rend le travail extrêmement angoissant par la peur des conséquences sociales que peut avoir un travail mal fait, mais qui rend aussi le travail auto-dévalorisant. Il ne renvoie plus l'image d'un bon professionnel, de quelqu'un qui est sûr de ce qu'il fait, qui sait le faire, mais de quelqu'un qui est un apprenti, qui est un novice en permanence dans son travail, qui ne sait pas tout, qui ne contrôle pas tout. Alors c'est aussi très dangereux du point de vue de la stabilité de l'emploi, parce qu'on n'est pas du tout à l'abri d'une mauvaise évaluation. En plus, les objectifs sont fixés de façon folklorique par des supérieurs hiérarchiques qui eux aussi sont très mobiles et qui ne connaissent pas la réalité du travail des subordonnés à qui ils fixent ces objectifs. Donc tout cela, c'est comme si on travaillait sur les sables mouvants. Il n'y a pas de repère stable, il n'y a pas d'ancrage fixe, on n'a pas à quoi se raccrocher. La hiérarchie n'est pas là pour donner des conseils et pour aider, puisque, une fois de plus, ils bougent eux aussi, ils ne connaissent rien. Donc on a véritablement, dans la plupart des cas, dans les entreprises du privé comme du public, un corps de salariés qui veut bien faire son travail, qui normalement est bien formé pour le faire, mais à qui on crée des conditions d'instabilité, de précarité subjective, de vulnérabilité, qui en font des professionnels peu sûrs d'eux et qui sont tout le temps au bord de l'épuisement. Parce que malgré tout, ils veulent faire bien leur travail, ils veulent accomplir une mission qu'on leur fixe, ils veulent atteindre les objectifs qu'on leur impose. Et donc, ils sont en état d'épuisement, de sentiment de jamais fini, un peu comme le travail de Sisyphe, toujours recommencer, et ne jamais avoir la satisfaction d'un travail bien réalisé qui renvoie une image d'un professionnel sûr de lui, sûr de sa compétence, sûr de l'utilité sociale de ce qu'il fait. C'est là, voilà, les bases, les germes de la souffrance au travail, du mal-être, de l'angoisse, qui peut aller jusqu'au suicide, elle est dans cette stratégie qui finalement se résume en un mot, la défiance. C'est parce que le management
part de cette idée d'une défiance systématique à l'égard des salariés, qu'il faut obliger, qu'il faut forcer, qu'il faut contraindre, qu'il faut maîtriser par une espèce de violence symbolique, c'est cette défiance qui conduit à créer des modalités de travail qui sont complètement contre-productifs et qui sont générateurs de souffrance. Contre-productifs parce que la logique voudrait au contraire que le management mise sur cet honneur professionnel des salariés, leur volonté de bien faire, ce fait qu'ils veulent se réaliser dans leur travail, qu'ils veulent accumuler des compétences, etc., etc. Pourquoi ne pas partir de cette réalité, d'un engagement réel, d'un nombre de salariés français plutôt qualifiés comparativement à d'autres pays, avec des diplômes, avec la compétence, avec une qualité de l'engagement et un véritable bon vouloir professionnel? Non, ce à quoi on assiste, c'est à la mise en place d'un modèle managérial qui se base sur l'idée d'un rapport de force. Il faut opérer cette métamorphose, faire en sorte de transformer en gros les salariés en un autre type, un autre idéal type de salarié, celui qui est voulu soi-disant dans le cadre de la guerre économique, de la mondialisation, etc., le seul adapté à cette logique-là. Et en gros, la souffrance dont on entend tellement parler, elle n'est pas un effet secondaire d'une modernisation managériale, elle est une cible d'une partie de ces stratégies managériales parce que celles-ci sont déterminées par l'idée qu'il faut dépouiller d'abord les salariés de leurs ressources pour les obliger à se transformer dans ces salariés inconditionnels, acquis à l'entreprise, disponibles, flexibles, dociles, qui sont les seuls considérés par le manager comme capables de mener la guerre économique. Merci beaucoup pour cette intervention qui donne le vertige, parce qu'elle reflète beaucoup de réalités qu'on a dû vivre les uns et les autres. Je vais laisser la parole au public et vous avez sans doute des questions et peut-être des observations qui vont dans le sens ou pas forcément dans ce sens. On a tous nos sources d'analyse. Voilà, donc Sandrine va passer avec le micro, donc si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Le moment est aussi de faire vivre le débat.